Bienvenue dans l'Afrique dans tous ses états, l'émission qui donne la parole à ceux qui vivent, ressentent et façonnent les bouleversements de notre continent. Ici, vos voix, vos expériences, vos perspectives prennent le devant de la scène. Qu'il s'agisse de défis, d'espoirs ou encore d'initiatives inspirantes. Ce programme est le vôtre, mesdames et messieurs. C'est le reflet d'une Afrique en mouvement complexe et pleine de promesses. Ensemble, explorons les réalités d'aujourd'hui pour imaginer le continent de demain. À vous la parole, chers téléspectateurs, et c'est seulement sur Vox Africa. Bienvenue à vous les invités, bienvenue, c'est un plaisir. Enfin, on commence cette émission où les téléspectateurs sont rois. Donc je vais commencer forcément avec vous, Stéphane Dos Santos. Donc vous êtes notre premier téléspectateur à venir sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Bienvenue à vous. Bienvenue, merci Aïssatou pour l'invitation. C'est un plaisir d'être sur ce plateau et surtout merci à Vox Africa de faire en sorte que nous qui vous suivons habituellement à la télévision puissions aussi participer au débat. C'est très très important pour nous effectivement de donner la parole à ceux qui vivent l'Afrique de l'intérieur ou de l'extérieur, mais bien sûr. Alors on va continuer avec vous, Baba. Donc vous êtes un des chroniqueurs de cette émission. Alors vous êtes journaliste et je l'ai dit, chroniqueur. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Et puis ça fait plaisir d'être dans l'Afrique dans tous ses états, mais surtout une chose. Enfin, voir les téléspectateurs, parce que généralement, on voit les commentaires. Bon, parfois, c'est des commentaires compliqués, mais les avoir en face et pouvoir discuter argument contre argument, c'est déjà une très belle chose. Et puis l'Afrique dans tous ses états et États. Ah, exactement, c'est un peu un jeu de mots. Et oui, on a réfléchi avant de mettre en place cette émission. Absolument. Effectivement, Baba, et on insiste, hein, les chers téléspectateurs, maintenant, vos propos que vous tenez sur les réseaux sociaux, sur Internet, eh bien, il est probable qu'ils arrivent ici dans votre émission, n'est-ce pas, cher Stéphane? Effectivement, on va être scruté là. On va être scruté, vous êtes scruté, effectivement. On continue avec notre deuxième chroniqueur. Il est là, il s'appelle Cyril Bandoukoulata. Donc, bienvenue à toi, Cyril. Tu es fondateur de la plateforme Hyperconscient et surtout chroniqueur de l'émission L'Afrique dans tous ses états. Effectivement, Aïssa, encore une fois, super concept et surtout ravi de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice et mettre en avant certaines réactions quand il est amené à faire le buzz ces derniers jours. Donc c'est important, vous êtes un peu les inspecteurs du net, hein. Vous avez sillonné donc, les réseaux sociaux, vous avez un peu déniché les meilleurs commentaires, les commentaires qui pouvaient faire avancer le débat, donc vous les avez amenés ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Et puis on a encore une fois notre grand témoin, notre téléspectateur. Eh bien on va commencer avec une première destination. Oui, on va sillonner l'Afrique, on va aller donc au Sénégal, au Gabon, la CEDEAO aussi, on la remet au goût du jour, et puis le Burkina Faso, mais la destination tout de suite, le Sénégal. Allez, première vidéo que je vais lancer. Élection législative au Sénégal, une victoire signée Ousmane Sonko. Allez, on regarde. Il n'a pas choisi d'aller en coalition politique et cette victoire est d'abord sa victoire. On l'a vu au cours de cette campagne électorale, la foule qu'il arrivait à mobiliser dans les régions intérieures du Sénégal. J'ai pu moi-même assister à l'un de ces meetings en clôture de cette campagne électorale à Guédiawaye, en banlieue de Dakar, où il a mobilisé des dizaines de milliers, je veux dire, de partisans, des militants avec qui j'ai eu à parler, qui disent soutenir Ousmane Sonko pour son action politique et pour lui donner tout simplement cette majorité avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour pouvoir gouverner. C'est d'abord absolument une victoire d'Ousmane Sonko. Allez, de retour sur le plateau, donc vidéo qu'on a tous vue sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc on va donner la parole à Baba qui va nous faire une chronique, un peu un état des lieux, le contexte, l'environnement, comment ça s'est passé. Donc on donne la parole et après on revient, on en discute sur le plateau. Oui, Aïssatou, donc l'élection législative au Sénégal a été très suivie, notamment en Afrique, mais surtout au Sénégal. Et pourquoi une victoire signée Ousmane Sonko? Selon toutes les presses, on a vu que Ousmane Sonko dans cette élection législative. En gros, dès qu'il a démarré la campagne électorale, c'était Ousmane Sonko et 3 points de suspension, les autres parce qu'ils étaient vraiment très loin, presque inexistants. On voudrait dire qu'il y avait 41 listes de coalition. Ousmane Sonko, lui, il est parti avec son parti. Il n'a pas fait de coalition cette fois-ci. Il est parti uniquement sur son parti et les résultats sont sans appel. Imaginez sur une Assemblée nationale où il y a 165 députés, Ousmane Sonko et son parti, le PASTEF, a eu 130 sièges. 130 sièges sur 165. Le deuxième qui vient très 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 loin derrière, c'est 16 sièges. Ironie du sort ou de l'histoire, c'est le parti de Macky Sall, l'ancien président,
qui est devenu député, et on peut le considérer après, à savoir est-ce qu'il va démissionner ou pas, mais on peut désormais le considérer comme le chef de l'opposition avec 16 sièges. Le candidat malheureux de la dernière présidentielle, c'était Amadou Ba. Il se retrouve avec 7 sièges, et ceux qui faisaient beaucoup de bruit, finalement, donc c'est la liste du maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui faisait beaucoup de bruit, avec certaines violences parfois, ne s'est retrouvé qu'avec 3 sièges. C'est quand même étonnant, quoi. Je vous laisse terminer. Mais c'est pour vous dire l'écart. Je répète juste ce petit écart. Sur 165 députés, 130 pour Ousmane Sonko et le PASTEF. Et celui qui arrive derrière, c'est 16 sièges. 130, et c'est le président sortant Macky Sall. Et c'est le président sortant Macky Sall, qui est tête de liste de la coalition. Bon, peut-être que lui, il savait le sort de ces élections, donc il a préféré ne pas venir battre campagne. Donc généralement au Sénégal, on voyait les posts, il le faisait par WhatsApp, on voyait les vidéos où il... Donc apparemment, il a tenu campagne de Marrakech, du Maroc, hein, je crois. Je pense à ce qu'on dit. Oui. Bon, c'est sa résidence, ça peut être aussi à Paris où il vient souvent. Donc c'était le côté marrant de la campagne où on voyait Macky Sall sur le portable, et ça fuitait, ou des vocaux aussi qui fuitaient pour donner la ligne directrice à sa coalition. Donc 16 sièges, chef de l'opposition numéro 1. Donc c'est déjà... Mais pour dire aussi pourquoi j'appelle ça une victoire signée Ousmane Sonko, juste avant les élections, avant la pré-campagne, juste avant la campagne, il avait décidé de faire un fundraising. C'est-à-dire qu'il avait décidé au Dakar Arena d'appeler les militants et de venir cotiser pour la campagne. C'est la première fois qu'un parti au pouvoir n'utilisait pas les deniers de l'État, mais c'est-à-dire que c'est les militants eux-mêmes qui cotisaient. Pour la première fois, l'Arena, Dakar Arena, c'est à peu près 17 000. Il y avait 17 000 spectateurs qui sont venus et qui ont payé l'entrée, soit des entrées à 1000, 10 000, 100 000, d'autres qui donnaient des millions. Et il s'est retrouvé, bon, on dit que le fundraising avait atteint 500 millions, et c'est ça qui lui a permis de faire 44 départements sur les 45, ou 43 départements sur les 44, alors que tous les autres se sont mis en coalition, donc intercoalition. Donc il y en a qui ont fait que 16. Et Ousmane Sonko, on l'a vu faire toutes les villes du Sénégal. Ce qui est impressionnant et qu'on n'a pas assez montré dans les images, c'est que dès comme c'est suivi par les réseaux, dès qu'on savait qu'il passait par telle ville, toute la population sortait et on voyait des images de personnes âgées qui suivaient, des mamans qui pleuraient, qui avaient leur enfant derrière. Et donc c'est là où on disait, et c'était le titre d'un des journaux, bon, ce journal, je peux le citer, qui s'appelle Le Quotidien, qui n'a jamais été assez tendre avec Ousmane Sonko. À la fin, en reconnaissant la victoire, il a mis le Sénégal, c'est Sonko. Sonko et le Sénégal. Donc, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est lui-même qui a conduit cette élection. Et les Sénégalais ont dit, écoute, cette fois-ci, on va te suivre. Et donc, on te donne 60, je pense que c'est 78% ou 70% de cartes favorables. C'est pour ça que je voulais dire, Ousmane Sonko, élection législative, une victoire vraiment signée Ousmane Sonko. Maintenant, pour en terminer, c'est tout un projet. Les Sénégalais, il nous a demandé la présidence, on lui a donné la présidence. Il a demandé les élections législatives. Il a eu. Maintenant, donc, affaire à suivre, et pour le coup, on va en parler ici sur le plateau. Donc, on va faire un premier tour de table et après, on va voir les réactions de nos téléspectateurs. Alors, on l'a dit, hein, c'est un véritable raz-de-marée et c'est un faiseur en plus de maires, de présidents, de députés. Donc, en gros, si on a Ousmane Sonko en face de nous aujourd'hui, c'est pas possible. Et puis, même si on est de l'opposition ou de son côté, on peut que applaudir ce qu'il a fait. Moi, on peut le dire. Oui, mais ils applaudissent difficilement. Mais ils applaudissent. Ils reconnaissent en tout cas le pouvoir de Sonko au Sénégal aujourd'hui, voire en Afrique. On en parlera dans un instant. Réaction ? Oui, c'est une victoire historique. Moi, il y a deux choses que je retiens. Premièrement, ça ne m'étonne pas parce qu'historiquement, les Sénégalais ont toujours donné leur voix aux personnes qu'ils avaient élues aux présidentielles, aux législatives. Mais deuxièmement, moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'il faut noter que depuis 88, avec Abdou Diouf et le Parti socialiste, on n'a pas connu une aussi grande victoire dans l'histoire du Sénégal aux législatives. Donc ça, c'est des choses à retenir. Il faut saluer aussi la mobilisation de la diaspora sénégalaise en France,
qui a aussi joué son rôle de 12e homme, on dirait, dans le cadre du football. Et maintenant, reste plus qu'à matérialiser pour le PASTEF le souhait d'une jeunesse sénégalaise qui se plaint de pas mal de choses, notamment en matière d'emploi. Beaucoup d'espoir, beaucoup de défis pour Ousmane Sonko, pour le duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko, parce que maintenant, il a tout. Ils ont les pleins pouvoirs, entre guillemets. Maintenant, il n'y a plus qu'à prouver et surtout à répondre aux attentes des Sénégalais. Cyril ? Non, mais enfin, j'emboîterai le pas sur ce que tu viens de dire, Aïssa. Les conditions sont réunies pour permettre au PASTEF et au duo Diomaye Faye et Ousmane Sonko de vraiment matérialiser leur programme. Ils ont l'essentiel des leviers, l'Assemblée nationale ainsi qu'au niveau du pouvoir exécutif. La balle est dans leur camp. La balle est dans leur camp, effectivement. Donc maintenant, on va donner la balle aux téléspectateurs qui ont écrit. Et donc, on a récolté pas mal de commentaires, mesdames et messieurs. Alors, je vais en lire un, vous allez le voir à l'écran. Donc, c'est Digo Omar qui écrit « Ils ont surfé sur l'émotion d'un peuple qui avait cette sensation d'être dans un système néocolonial. Ils ont maintenant une majorité. On verra s'ils ont un programme à mettre en œuvre. » Y a-t-il encore des doutes concernant ce duo, concernant les actions qu'ils vont mettre en place et le programme qu'ils ont proposé aux Sénégalais? Oui, en tout cas, si on lit le Omar Digo, ce qu'il dit, bon, je dirais, soit s'il est du Sénégal, ça ressemble un peu à toute la rhétorique de l'opposition, et que quand il y a une victoire et qu'on est obligé de reconnaître, on sent que c'est par dépit qu'il le dit, parce que tout simplement, il dit cette sensation d'être dans un système néocolonial. Pourtant, tout le programme était situé sur le côté société, sur la lutte contre la corruption. Mais la partie dont il parle néocolonial, je pense que c'est plutôt par rapport à l'Afrique ou bien le côté... mais il n'y a pas eu vraiment une campagne là-dessus. Donc c'est pour ça que... Et quand il dit s'ils ont un programme à mettre en œuvre, toute la campagne, ça a été de dérouler sur ce qu'il a appelé le Sénégal 2050, le référentiel, qui est axé sur 8 pôles par rapport même à la décentralisation. Mais c'est légitime en tout cas, la question elle est légitime, à savoir maintenant, vous avez gagné, ok. En fait, pourquoi je dis que ça ressemble un peu à... Un frustré. Un mauvais perdant. Un ancien opposant, un mauvais perdant, c'est quand il dit un programme à mettre en œuvre. Et ça a été... tout ce que l'opposition, qui est maintenant l'opposition, dit, ils n'ont pas de projet, ils ont parlé de projet, il est où leur projet, etc. etc. Or, le projet a été clair, le projet a été énoncé, il y a une vision claire. A été vulgarisé même, a été même mis sous forme parfois de scène théâtrale, mais vulgarisé. Et s'il avait suivi la campagne de Sonko, tous les jours, Sonko martelait son programme. Donc, très bien, en tout cas, c'est passé. Non, j'aimerais peut-être rebondir dessus. Effectivement, on peut plus ou moins avoir un certain nombre de questions sur le camp dans lequel ce commentateur un petit peu se place. Mais au-delà de ça, si on doit peut-être s'adonner à une autre lecture totalement objective, c'est aussi de se dire que, bon, durant l'essentiel de la campagne, même avant que le duo Faye et Sonko prennent le pouvoir, il y avait quand même cette position anti-France-Afrique qui a véritablement marqué le cheval de bataille un petit peu de ces candidats. Là, maintenant qu'ils ont le pouvoir, ils sont confrontés à ce qu'on appelle la réelle politique. C'est aussi de se savoir, ok, vous l'avez dit, est-ce que maintenant que vous avez tous les pouvoirs, vous allez pouvoir avoir le courage, n'est-ce pas, de rompre de manière aussi radicale que vous l'avez poussé pendant déjà un certain nombre d'années. Donc voilà, je pense aussi que ce commentaire, plutôt que d'être pour ou contre, n'est-ce pas, le camp présidentiel actuel, marque quand même aussi ce fait que, bon voilà, on est dans la réelle politique maintenant, et on attend de voir si vous avez vraiment assez d'épaules pour rompre cette France-Afrique que la jeunesse semble et il y a des doutes, hein, aussi bien de la part des opposants que des gens du camp de Sonko, à savoir est-ce qu'il va y avoir une véritable rupture ou non. On est d'accord, finalement, vous comprenez. Oui, c'est une question qui se pose, mais moi j'ai l'impression que dans ce duo, ils ont deux tendances différentes. Il y a Diomaye Faye qui est un peu plus diplomate, on l'a vu ici en France, notamment lors de la francophonie avec Macron, et Sonko qui est un peu plus en retrait sur le sujet. Ça va être intéressant de savoir un peu sur quel pied ils vont danser, mais je pense que la vraie rupture que la jeunesse africaine attend et sénégalaise, c'est pas tant, je pense, avec la France telle qu'elle, mais surtout avec l'ancien système qui était incarné par des gens comme Macky Sall et d'autres dans pas mal de pays ouest-africains. Et je pense que le PASTEF est venu au bon moment pour épouser un peu les tendances idéologiques de cette jeunesse africaine.
Autre commentaire de la part de nos téléspectateurs, des téléspectateurs en tout cas sur les réseaux sociaux. Alors, c'est beau la démocratie et c'est le Sénégal qui gagne, contrairement à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Donc, une balle perdue pour les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Qui sont ces autres pays d'Afrique de l'Ouest pour le coup? Baba, à votre avis? Je pense qu'il parle de l'AES et surtout par rapport aux élections, en fait. Je pense que c'est surtout par rapport à ça. Le Sénégal, quand même, ça fait depuis je pense, 1960. C'est vraiment une longue tradition démocratique. Et l'arme des Sénégalais, et parce que là même, ça aurait pu tanguer entre 2021 et 2024. Et l'arme des Sénégalais a été à un moment donné, ok, puisque ça se passe comme ça, on attend les élections, nous avons notre arme, c'est la carte électorale. Et on a vu ça, parce que entre 2021 et 2024, à tout moment, le Sénégal pouvait basculer. Donc là, c'est vraiment la démocratie. Et pour vous dire que, après, je pense que eux, ils voient par rapport aux pays qui ont eu des coups d'État et qui n'ont pas installé directement des élections présidentielles éventuellement, ou alors certaines démocraties qui sont... Mais après, le parallèle est quand même un peu difficile à faire, c'est-à-dire que le contexte est différent. C'est ça. Vous en pensez quoi? C'est un parallèle légitime ou pas du tout? Non. Oui, mais moi je pense, pour compléter un peu ce que Baba disait, au-delà des pays de l'AES, moi je vois qu'on vise un peu, peut-être indirectement, un pays comme la Côte d'Ivoire, avec des élections qui arrivent en 2025. On a encore des doutes sur d'éventuels candidats. On parlait de Laurent Gbagbo. Donc pour vous, ils ne visent pas forcément ces pays de l'AES, mais plutôt éventuellement... D'autres pays d'Afrique de l'Ouest, je pense à la Côte d'Ivoire, le Bénin... Au Bénin, en 2026, ça va arriver très vite. Je pense à des pays comme le Togo aussi, où le président n'est pas populaire, et on ne sait pas encore ce qui se trame là-bas. Donc je pense que à part l'AES, il y a pas mal d'autres pays en Afrique de l'Ouest qui devraient s'inspirer de ce qui se passe actuellement au Sénégal, surtout que les problématiques du Sénégal sont transposables dans cette région-là. D'accord, très bien. Cyril, vous en pensez quoi? Non, effectivement, après, pour ma part, je pense que c'est quand même difficile de ne pas nécessairement faire le parallèle avec ce qui se passe au niveau de l'AES en ce moment, au vu de l'actualité de la semaine sur laquelle on aura l'occasion de revenir. On prend par exemple le cas du Mali, n'est-ce pas, où le Premier ministre sortant a plus ou moins fait une déclaration qui l'a emmené à être évincé de manière avec fracas. Donc voilà, la question aussi se pose de savoir de pouvoir nécessairement avoir un lien cohérent entre la parole d'un certain nombre de personnes quand ils viennent au pouvoir et les actions concrètes qui sont amenées à poser. Et je pense qu'au regard de l'AES et de la tournure des choses là, depuis quelques temps, une question peut être amenée à se poser sur cette cohérence en tout cas, on a un autre commentaire de la part de Unbutu, donc je vais lire le commentaire. Nous souhaitons aux autorités sénégalaises bonne chance pour la rupture avec le système France-Afrique et tout ce qui va avec. Les peuples sénégalais ont soif de changement. Le Sénégal n'est pas obligé d'adhérer à l'AES. Et nous sommes de votre côté, peuple sénégalais. Donc ça n'a pas l'air d'être un Sénégalais, mais qui dit tout simplement que, ok, on veut la rupture, en tout cas la rupture est souhaitée, et pas forcément d'adhérer à l'AES pour pouvoir mener cette rupture. Oui, moi je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi de ce prisme-là. Je pense que le Sénégal aujourd'hui est en position de pouvoir donner le ton au niveau de la CEDEAO et essayer un peu de faire changer les choses. Donc effectivement, moi je suis d'accord, le Sénégal n'est pas obligé d'intégrer l'AES. Et puis il n'a jamais été dit que le Sénégal allait intégrer l'AES. Mais ça c'est une vraie question, pour le coup ça fait énormément polémique sur les réseaux. Beaucoup ont dit non. Le duo devait arriver au pouvoir et ensuite intégrer l'AES. À aucun moment ça a été dit. Et même quand Sonko parlait du soutien au Mali, à ce moment-là, ça devait être 2021 ou 2022, c'était par rapport à un soutien, par rapport comment on appelle ça là, aux mesures drastiques prises par la CEDEAO. Et lui qui était opposant à l'époque avait dit que lui, s'il était au pouvoir, jamais il allait accepter que la CEDEAO fasse de telles sanctions au Mali. Ça c'était à ce moment-là. Et même s'ils écoutaient la dernière campagne avant que Diomaye Faye ne devienne président, Diomaye Faye a dit à mes frères du Mali, en tout cas de l'AES, du Mali, du Burkina et du Niger, je ferai en sorte que vous puissiez revenir à la CEDEAO et dans vos conditions. Les vidéos sont là, donc d'accord. Mais ça n'a pas été...
Sous-entendu, ne serait-ce que sous-entendu, ou n'a-t-il pas peut-être surfé un peu sur l'AES? Non, mais c'est quand même étrange qu'il y ait une franche partie de la population quand même sénégalaise qui pensait que le Sénégal allait rejoindre l'AES. Non, c'était par rapport à la rupture. C'est quoi cet amalgame? Non, c'est plutôt la rupture France-Afrique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait le mouvement de l'AES qui venait et qui avait aussi cette rupture France-Afrique. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a cet amalgame qui a été fait, mais à aucun moment, en tout cas, je n'ai entendu, et j'ai fait mes recherches quand même, et je n'ai ni entendu Ousmane Sonko ni le président Diomaye Faye parler d'une éventuelle même adhésion. Est-ce que vous comprenez finalement les gens qui se disent mais on ne comprend pas pourquoi le duo insiste pour rester dans la CEDEAO et surtout de faire revenir les gens de l'AES? Parce que là, on dit bien, pas obligé de rentrer dans l'AES, mais travailler avec l'AES. Alors que quand même, la position du Sénégal, c'est au contraire de refaire venir les pays de l'AES dans la CEDEAO. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais pas dans n'importe quelle CEDEAO. On l'a bien précisé, avec eux, on va refonder à leur Mais c'est pas présomptueux de dire ça. Et finalement, ils se basent sur quoi pour dire que avec eux, on va reformater la CEDEAO? Pour moi, c'est tout à fait normal. Le Sénégal, comme un autre pays comme la Côte d'Ivoire, a une place importante en Afrique de l'Ouest, un peu comme la France dans l'Union européenne. Même en Afrique. Même en Afrique. Donc, c'est des pays qui ne peuvent pas quitter une institution comme la CEDEAO comme ça. Par contre, de par l'histoire, de par l'aura, j'ai envie de dire, de l'histoire de ces pays-là, elles peuvent essayer d'incarner un souffle nouveau. Donc c'est un peu difficile, mais pour que les gens comprennent ça, il faut remonter un peu dans l'histoire. Maintenant, je comprends les gens qui s'attendaient à ce que le Sénégal intègre l'AES, parce qu'il y a un point commun, c'est que Ousmane Sonko, comme le capitaine Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta, ils militent tous aussi pour la souveraineté de nos pays africains. Et je pense que ça, c'est vraiment le socle commun qu'il y a entre le Sénégal et l'AES. Et dans une jeunesse aujourd'hui qui épousent cette vision, et ben forcément, pour eux, il doit y avoir alliance. Bien sûr. Mais le Sénégal a un statut particulier en Afrique. Exactement. Mais pour le coup, l'AES, les 3 pays, donc Mali, Burkina et le Niger, si ceux-ci quittent, donc vont quitter l'AES, finalement, ça affaiblit le Sénégal, qui a une vision panafricaniste, qui souhaite la souveraineté, etc. Mais sans ces pays-là, dans la CEDEAO, ça va être difficile, finalement, de reformater, de refaire la CEDEAO. Finalement. Non, je suis pas d'accord pour dire que ça affaiblit. Je pense que quel qu'il en soit, il y aura toujours ces relations, même de coopération. Non, quand je dis à l'intérieur de la CEDEAO, parce que l'objectif de du Sénégal, c'est de refaire la CEDEAO, de reformater la CEDEAO. Mais ça aurait été plus simple de le faire si les pays de l'AES étaient dans la CEDEAO. Mais finalement, maintenant, ils se retrouvent seuls, entre guillemets, à vouloir changer la CEDEAO. Est-ce que ça sera possible, Cyril? Est-ce que ce sera possible? Encore une fois, on en revient au principe de réel politique. Encore une fois, on se rend bien compte qu'on est quand même sur des institutions qui peinent véritablement à changer. Et pour ma part, je pense que vraiment, c'est des choses qui s'inscrivent sur un temps quand même relativement long. Non, pour peut-être rebondir sur ce que Baba a été amené à dire, je pense qu'au moment où un certain nombre de personnes ont été amenées à voter pour le PASTEF, notamment au niveau de la jeunesse, il y avait quand même cette attente qui était là. Il y a quand même eu un certain flou qui a été entretenu. Hein. Je pense que tout le monde n'a pas nécessairement... Sur l'adhésion du Sénégal à l'AES. Effectivement, je pense que tout le monde n'a pas... Sur les réseaux. Oui, sur les réseaux, effectivement. Et tout le monde n'a pas nécessairement les mêmes réflexes que Baba pour remonter un petit peu sur tous les discours de Sonko, ainsi de suite. Donc c'est aussi ça la réalité. Je pense que si on fait un sondage là, dans la rue, sur un certain nombre un échantillon de 100 Sénégalais, je pense que 60-70% d'entre eux, quand ils étaient amenés à voter pour Sonko, estiment qu'une intégration dans l'AES serait souhaitable. Donc c'est aussi de savoir, ok, est-ce qu'il y a un alignement entre les personnes qui ont été amenées à voter pour ce duo-là, est-ce qu'il y a un alignement entre les actions qui vont être posées et les intentions à la base? On attend quand même de voir, mais là je sens quand même déjà un petit décalage, des petites bribes de décalage quand même entre les attentes et ce qui semble se présager à ce niveau. Mais en tout cas, ce n'a pas empêché le raz-de-marée du PASTEF aux élections législatives. Oui, parce qu'au Sénégal, ce n'était pas la question non plus de la rupture, c'était plus des questions sénégalaises. Exactement. Sénégalaises. Mais juste pour dire, moi, c'est vrai que le mot CEDEAO, même moi j'ai du mal à l'entendre, mais je pense que si on, entre guillemets, refonde, ou bien même pour moi c'est dissoudre la CEDEAO, l'appeler par éventuellement un autre nom, avec l'AES et les autres pays,
là, effectivement, on peut y aller. En tout cas, c'est pas le projet, c'est pas le projet de vos présidents. Ça viendra parce que n'oublions pas que le PASTEF, c'est le parti africain. C'est vrai. N'oublions pas aussi que le ministère des Affaires étrangères commence par le ministère de l'intégration africaine. Tout à fait. Et à partir de maintenant, comme ils ont l'Assemblée nationale, maintenant, là, ils vont travailler. Attendons déjà de voir les prochaines actions. Affaire à suivre. Merci beaucoup à nos téléspectateurs qui ont commenté donc cette actualité. On continue maintenant destination le Gabon avec Cyril. Référendum au Gabon, validation de la transition par le peuple. Allez, on regarde la vidéo. Un score très élevé qui contraste avec les désaccords soulevés pendant la campagne. Au Gabon, le camp du oui l'emporte donc au référendum constitutionnel. Les Gabonais valideraient le projet à hauteur de 91,80% des suffrages. Ce sont les chiffres provisoires publiés hier soir par le ministère de l'Intérieur. Alors sans plus tarder, on va à Libreville pour faire le point avec Yves-Laurent Goma. Selon les résultats publiés par le ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, le oui l'emporte par une écrasante victoire. À l'issue de cette compilation, inscrits 868 115, votant 463 066, ont obtenu pour le oui 416 983, ce qui correspond à 91,80%. Pour le non, 37 302, ce qui correspond à 8,20%. Le taux de participation s'élève à 53,54%. De retour en France sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Alors oui, le Gabon aussi a fait parler de lui avec ce référendum qui a finalement eu un score donc presque même inimaginable, 91%, n'est-ce pas? Je te laisse commenter, Antoine. Oui, effectivement, en parlant d'actualité qui a quand même pas mal buzzé ces derniers jours, il y a eu ce référendum au Gabon qui a eu lieu donc, le 16 novembre 2024, qui s'est donc soldé par une large victoire du oui. On parle de 91,8% de suffrages exprimés en faveur de cette nouvelle constitution. Alors, pour un peu plus de contexte, ce référendum a eu lieu dans un contexte un petit peu de transition politique au Gabon, qui a assisté à ce qu'on peut considérer comme un coup d'État. Bon, certains vont parler de coup de la libération. Coup d'État qui a donc eu lieu le 30 août 2023 et qui a donc mis fin à 14 ans de régime d'Ali Bongo. Dans le schéma directeur qui a été imposé et dans les actions qui ont été imposées dès la prise de pouvoir de ce régime militaire, donc ce régime d'exception de transition, on a eu un certain nombre d'actions fortes, donc notamment la dissolution de l'activité des différents partis politiques, la dissolution de l'Assemblée nationale avec une recomposition un petit peu du Parlement, donc au sens large, qui intègre à la fois des personnes du pouvoir sortant, des membres assez importants de l'opposition. Donc voilà, il y a vraiment eu cet effort de mise en place d'un certain consensus au sein de la société et qui a donc mis en place un certain nombre d'étapes qui devaient mener à la remise du pouvoir aux civils pour le août 2025. Parmi ces étapes, donc, figurait l'organisation de ce référendum censé adopter une nouvelle constitution pour la suite. Donc, parmi les principales réformes que ce référendum a essayé de pousser, c'est véritablement la mise en place d'un régime présidentiel à la fois fort et assumé, mettant ainsi fin à une certaine hypocrisie qui a eu lieu depuis la mise en place de la démocratie, où en soi le président a toujours eu l'essentiel des pouvoirs. Donc parmi un certain nombre de mesures figurait donc en tête de liste donc la suppression du poste de Premier ministre. Tout à fait. Et la mise en place d'un poste donc, de vice-président du gouvernement qui pourra agir sous habilitation expresse du nouveau président désigné. La mise en place d'un mandat présidentiel donc, de 7 ans renouvelable une seule fois, alors qu'il n'y avait pas nécessairement de manière historique cette notion de limitation du nombre de mandats, et d'éligibilité limitée aux Gabonais entre guillemets de souche, donc nés eux-mêmes de parents gabonais, excluant donc de facto les naturalisés, mais également des binationaux. Alors, cette révision constitutionnelle, elle avait quel but? Elle avait pour but donc de stabiliser le pays et d'affirmer une gouvernance donc plus centralisée et un renforcement des pouvoirs présidentiels. Il se trouve que au-delà de ces 91,8% de suffrages exprimés, il y a quand même aussi un élément
qu'a quand même marqué cette élection, c'est quand même le taux de participation qui s'est élevé à 53,54%, donc quasiment 46% de personnes qui ne se sont pas nécessairement exprimées. Alors ça peut être expliqué aussi par un certain nombre de raisons. Il faut aussi dire quand même que de manière historique, les populations gabonaises ne se sont jamais véritablement exprimées dans une très large portion. Donc voilà, avec des pourcentages qu'avoisinent généralement les 60-65%. Mais dans ce cas de figure précis, ce qui remonte quand même un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est le manque d'informations que les personnes avaient avant de pouvoir s'exprimer véritablement sur ce référendum, avec un certain nombre de populations qui ne comprennent pas nécessairement l'essentiel des contours de tous ces changements. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est également qu'il y a quand même toujours une certaine méfiance qui est là auprès de certaines populations, avec, comme je l'ai un peu dit en introduction, des personnes du régime sortant qui sont menées à agir un petit peu comme des transfuges politiques et vraiment ont été amenés à changer de camp du jour au lendemain. Et aujourd'hui, qui se place un petit peu dans une logique où aujourd'hui ils critiquent un petit peu le régime qu'ils acclamaient un petit peu hier. Donc voilà, il y a quand même une certaine méfiance des populations. Je ne veux pas encore nécessairement parler de déception des populations. Je sais pas nécessairement, on n'est pas nécessairement encore à ce niveau, mais il y a quand même un petit peu une certaine méfiance qui peut aussi expliquer ce taux de participation qui plafonne à 54% à peu près. Maintenant, concernant les prochaines étapes, maintenant que ce référendum est validé et accepté par la communauté internationale, je pense qu'il y a le président de l'Union africaine qui a été emmené à dire que voilà, c'était une élection assez exemplaire, à la différence de l'élection 2023 qui a donc donné lieu au coup d'État. Cette fois-ci, il y avait des observateurs internationaux qui étaient quand même sur place, là où l'ancien Premier ministre sortant, M. Billy Binze, qui se place aujourd'hui dans le camp du non, avait totalement interdit, n'est-ce pas, la présence d'observateurs. Comme ça, il légitime un petit peu son assise, en tout cas le président de la transition gabonaise. C'est-à-dire qu'il assoit son pouvoir avec pas dire intelligence, mais en tout cas avec subtilité, effectivement. Bon, avec subtilité, ce qu'il faut aussi quand même pouvoir dire au-delà un petit peu de cette présomption, c'est qu'il y a quand même eu un effort pour faire en sorte que l'essentiel des couches de la population soient impliquées dans ce projet. Ça a été un projet référendaire. Inclusif. C'était un projet inclusif avec l'ensemble des membres de la société civile, un certain nombre de personnes de l'ancien régime, de l'ancienne opposition, ainsi de suite, qui ont vraiment participé. Il y a même eu un appel populaire, n'est-ce pas, un appel à contribution, où pas mal de personnes de la diaspora gabonaise ont été emmenées à intervenir. Donc voilà, c'est vraiment ce cocktail-là qui a donné naissance à ce projet référendaire qui semble avoir été acclamé maintenant par un certain nombre de personnes de la population. Rendez-vous est pris donc pour août 2025, date avancée en prévision de la prochaine élection présidentielle qui devrait donc marquer le retour d'un pouvoir donc civil pour D'accord. Donc en attente des élections, donc en principe, on va dire... qui serait la prochaine étape. Qui serait la prochaine étape, donc affaire à suivre. Alors, réaction sur le plateau. Écoutez, moi je pense que comment il s'appelle, Oligui Nguema, il s'est construit un costume sur mesure qu'il va porter lui-même en 2025. Il sait très bien qu'il ne pourra pas faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élection. Donc c'est pour ça qu'il a fait en sorte que... Pourquoi Parce qu'il veut se démarquer des bongos, qui avaient l'habitude de truquer les élections et tout ça. Et je pense qu'il a mené ce référendum un peu comme une pré-campagne électorale de 2025. Moi j'ai entendu des gens dire qu'au Gabon, il a eu des initiatives dignes d'une campagne électorale avec des affiches de sa tête un peu partout. C'est comme si on prépare déjà les gens à 2025. Et juste avant ce référendum, il a dit nous sommes là pour construire ce pays on va le construire ensemble. Donc ça montre clairement qu'il n'a pas forcément l'intention de laisser le pouvoir. Il a l'intention de se présenter en 2025. Il a fait en sorte que la Constitution remplisse des conditions dans lesquelles lui, il souhaiterait se trouver. Par exemple, dans cette Constitution, il exonère de condamnation toutes les personnes qui ont participé au coup d'État l'année dernière. Donc lui et ses sbires. C'est le minimum quand même. Dans cette Constitution-là, il y a une fête de la libération. Donc, qui dit fête de la libération, donc on fête le départ des bongos. Donc, si c'est pas pour se faire plaisir à soi-même, pourquoi on le met dans la Constitution? Je pense pas que ce coup d'État-là qui est au Gabon l'année passée soit le premier en Afrique.
Il y en a eu d'autres, mais il n'y a pas forcément eu des fêtes de la libération pour les coups d'État qu'il y avait avant. Donc tous ces éléments montrent que je pense qu'Oligui Nguema a des velléités de rester au pouvoir encore très longtemps. Mais est-ce que c'était un secret? Je ne pense pas. Mais c'est ça la question. Est-ce qu'il va se présenter? Est-ce que c'est une question qu'on peut poser? Je pense on doit poser cette question. La question se pose dans tous les cas, il ne s'est pas encore nécessairement prononcé à ce sujet. Non, pour peut-être rebondir, sans vouloir te couper, peut-être rebondir sur ce que Stéphane a été emmené à dire, il faut aussi quand même insister sur l'assentiment populaire et l'assentiment populaire dont jouit jusqu'à présent toujours le président de la transition, donc Oligui. L'essentiel de la population est derrière lui. Cet élément qui marque donc ce coup de la libération, cette célébration d'anniversaire, a quand même été acclamé aussi par l'essentiel de la population. Donc par rapport à tous ces éléments, faut aussi quand même pouvoir dire que les populations sur place ne trouvent pas nécessairement un certain nombre de choses à redire. Le contexte gabonais est quand même assez particulier. Il faut quand même dire aussi que c'est 55 ans de régime qui a donc été aboli. Et de ce fait, le monsieur vit quand même encore... Et puis c'est important, on le dit souvent, de laisser le choix au peuple, pour le coup. C'est le choix qui décide d'être gouverné par qui il le souhaite et comment il le souhaite. Mais il faut laisser le choix, en tout cas, au peuple. Exactement. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je ne suis pas vraiment d'accord avec Cyril ici, pour la simple et bonne raison que si Oligui Nguema voulait redonner le pouvoir aux civils, lors des élections dernières, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Albert Ondoosa, qui a gagné ces élections. Il fallait lui remettre le pouvoir dans ce cas-là. Vous voyez, c'est pas été chose faite. Incohérence pour vous. Incohérence pour moi. La deuxième des choses, être populaire, c'est normal. Vous savez, en Afrique, lorsque le peuple a été maté pendant longtemps par un système, lorsqu'on lui donne autre chose, il est tout de suite heureux. Regardez au Congo, pendant très longtemps, les gens se sont plaints de Kabila. Quand il y a eu Tshisekedi, qui n'a pas été élu, d'après beaucoup de bouches, les Congolais ont été heureux de l'avoir. Mais aujourd'hui, les gens ouvrent les yeux et se rendent compte que c'est peut-être pas lui qu'il nous fallait. Donc, la popularité, c'est une chose, mais vouloir redonner le pouvoir aux civils, on le voit à travers les actes. Et pour l'instant, Oligui Nguema ne l'a pas montré. Et pour rebondir à ce qu'il disait, effectivement, lors de l'élection, en fait, tout le processus était arrivé à la fin et on faisait que dépouiller en fait le comptage. Et ce qui est dit, en fait, je ne sais pas si c'est la rumeur ou pas, on disait que le score qui avait été donné, attribué à 4 h du matin, je pense qu'ils ont donné le score où c'était 64% pour Omar Bongo, alors que c'est un score inversé, comme on dit. C'est là où je me suis posé la question. Tout le monde était content et du coup, comme il le disait, c'était un coup de libération. Parce qu'on avait vu des chars un peu partout, on s'est dit, oula, s'il y a une manifestation, il y aura une grosse répression. Et tout de suite après, 2 heures ou 3 heures ou 1 heure après, il y a eu le coup d'État. En tout cas, on a déposé Omar Bongo et on s'est dit... Ali Bongo. Oui, Ali Bongo. Et moi-même, je me suis posé la question, ok, donc tout est bien et peut-être dans 1 semaine ou 2 semaines, on va rétablir j'ai oublié le nom du... Albert Ondoosa. Voilà, dans la légitimité des élections. Et après, bon, à la fin aussi, quand on dit, ok, nous faisons un référendum, ensuite c'est la Constitution, ensuite ça va être 7 ans, 2 fois 7 ans, non renouvelables. Après, on a vu des scénarios où finalement les élections vont être prolongées ou reprogrammées. 7 ans, on va repasser à un 3e, on connaît l'histoire. Bon, on attend de voir. On connaît certains scénarios. Mais donc, je sais que tu fronces les sourcils, Cyril, mais bon, pour le coup, on va donner la parole aux téléspectateurs maintenant. Alors, le référendum constitutionnel a-t-il réellement reflété la volonté des Gabonais ou a-t-il été manipulé pour servir les intérêts des dirigeants actuels? Pour les coups, ça va un petit peu dans votre sens. Exactement. Exactement, oui. Moi, je pense honnêtement que c'est quelque chose qui a été mis en place pour préparer le terrain pour 2025 pour le clan Oligui Nguema. Moi, j'ai suivi une interview d'ailleurs du professeur Albert Ondoosa qui disait qu'il a eu de sources sûres des gens qui lui disaient qu'il y a eu des gens dans le terroir du Gabon à qui on a donné de l'argent en leur disant votez oui. Mais ces gens-là ne sont pas au courant de ce que stipule cette nouvelle constitution. Ça veut tout dire. Cyril, pour le coup, on voit une liesse populaire, on voit que les gens sont plutôt d'accord. En tout cas, maintenant, c'est peut-être pas chiffré. En tout cas, c'est chiffré parce qu'il
il y a quand même une franche partie des gens qui ont voté oui pour la Constitution, donc ça prouve l'adhésion. Donc finalement, on se place où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce que finalement c'est quelqu'un de très populaire qui essaie de faire quelque chose pour son pays et qui finalement a pour objectif de se présenter aux élections présidentielles et acclamé par le peuple, et donc ça permet de légitimer finalement tout ce qui va être, tout ce qui va suivre. De mon point de vue personnel, je pense qu'il y a quand même aussi surtout cette envie d'enfin pouvoir passer à autre chose. N'est-ce pas? On est comme dans un système de transition, on n'a pas nécessairement vu que, du moins, les Gabonais n'ont pas nécessairement envie d'inscrire ce régime d'exception dans la durée et avoir les choses relativement floues comme on peut le voir, même là actuellement encore dans d'autres pays, je pense notamment en Afrique de l'Ouest, avec quand même cette impatience de déjà pouvoir passer aux élections présidentielles. Il se trouve que ce passage pour le référendum était une obligation. Je pense que... et c'est bien vu aussi de donner la parole au peuple, c'est important. C'est relativement bien vu, n'en déplaise à certains. Je pense que la réalité fait en sorte que, peu importe le texte, le but devrait quand même emporter, parce que comme on l'a dit, le président Oligui reste quand même extrêmement populaire au niveau du Gabon. Est-ce que ça, vous êtes d'accord? Est-ce que vous le reconnaissez, ça? D'enfin pouvoir passer à autre chose, encore une fois. Oui, non, mais je le reconnais. Finalement, sa popularité, c'est pas ce qui compte le plus? Alors, c'est dommage. Moi, j'ai envie de dire, aujourd'hui, j'ai l'impression en Afrique que c'est ce qui compte le plus. Mais lorsqu'un peuple est éveillé, il se rend compte que c'est pas ce qui compte le plus. En Afrique, on a eu à chanter les louanges de gens populaires, mais qui n'ont pas été des gens qui ont servi l'intérêt de leur pays. D'accord, mais pour le coup, si on se base sur ce président de transition-là, Oligui, donc par rapport aux actions qu'il mène, parce qu'il a quand même mené pas mal d'actions sur le terrain. En tout cas, moi, quand je regarde les actions qui sont citées par les téléspectateurs, notamment le remboursement de la dette, il y a pas mal de choses qui ont été effectuées sur le fait de stopper, de vouloir stopper le transfert du pouvoir à sa descendance, le renouvellement sans nombre, en tout cas défini au poste de président, etc., etc. Donc, en tout cas, ce sont des actes qui sont notables et qui montrent qu'il y a une rupture avec l'ancien régime. Donc, oui, il y a des... C'est pas suffisant. Vous savez, c'est comme le début d'une histoire d'amour, c'est toujours beau au début, mais c'est dans la durée qu'on voit si c'était sincère. Bien sûr. Voilà, donc là, ça fait 1 an, ça va faire 2 ans l'année prochaine, s'il est réélu. C'est dans la durée qu'on va voir maintenant. Mais c'est vrai que oui, les débuts sont prometteurs, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et puis 53% qui ont participé, 75% de oui, c'est ça? 91% de oui. 91% de oui, bon, c'est légitime, c'est populaire. Donc là, c'est vrai qu'on ne peut rien dire. Et même, ça peut être un exemple, parce qu'au moins avec lui, la Constitution a été, le référendum est passé et on a une date de l'élection, alors qu'il y a d'autres pays où on n'a pas encore de date d'élection. Peut-être que ça peut faire effet, comment on dit, boule de neige, effet de gomme. En tout cas, ça pourrait inspirer pour avoir au moins une date fixe. Donc là, c'est le 25 août. On attend de voir le 25 août. Très bien. Merci beaucoup, Baba. Donc, je vais vous redonner la parole. Merci à tous les téléspectateurs qui ont participé donc, à cette prise de parole concernant donc, le Gabon. On poursuit avec vous, Baba. C'est bien ça? Oui. Alors, absolument. Nous allons où? Eh bien, c'est le Burkina Faso, oui, qui a lancé donc une guerre contre la corruption. Allez, on regarde la vidéo. Dans le cadre de l'intensification de la lutte contre la corruption, le président burkinabé Ibrahim Traoré a reçu lundi 18 novembre 2024 à Ouagadougou les membres du Conseil d'orientation de la Commission de régulation des dysfonctionnements CRD. Cette audience se fait suite à l'installation officielle des membres du Conseil d'orientation le 26 octobre 2024. Il fera de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Il nous a rappelé cela et il a souhaité que nous prenions à bras le corps ce mal. Parce que c'est un fléau vraiment qui fait mal à notre pays et qui touche tout ce que nous voulons poser comme base, tel que l'éducation, les routes, la santé. Ce sont des domaines, je dirais, très sensibles, mais qui sont minés par ce fléau et qui empêchent les populations de vraiment jouir de ce minimum-là. Allez, de retour sur le plateau et oui, maintenant, destination le Burkina Faso, où le président de la transition, M. Ibrahim Traoré, a décidé de mener une guerre implacable contre la corruption
Et donc ça, c'est une guerre qui est déclarée. Donc Burkina Faso, installation du CRD, la guerre à la corruption est déclarée. Baba Jean, vous écoute. Oui, tout à fait. Le capitaine Ibrahima Traoré s'est vraiment lancé dans la guerre contre la corruption. Ce comité de régulation du dysfonctionnement est rattaché au cabinet directement du président. Et eux, ils doivent suivre effectivement tous les dysfonctionnements et de corruption à l'intérieur de l'administration. Et savoir si jamais il y a des sanctions judiciaires, ils puissent suivre ces sanctions pour qu'elles soient appliquées. Et dans ce cas de figure, le 4 novembre dernier, le président Ibrahim Traoré est sorti lui-même et il a dénoncé le cas de corruption qui est apparu lors du ministère pour l'action humanitaire, avec un détournement de 3 milliards. Et qui a choqué énormément les Burkinabés. Et c'est lui-même qui est venu en fait. Effectivement, ils ont lancé des enquêtes. Heureusement, ils ont pu récupérer quand même sur les 3 milliards, 2 milliards à peu près. Et il a vraiment fustigé lui-même, en venant devant les caméras, fustigé cet exemple et que c'était la dernière fois par rapport à ça. Donc le comité a du travail. Ce qui est bien dans tout cela, c'est que cette lutte contre la corruption, généralement, on voit des petites mesures, c'est par rapport aux policiers dans la rue, alors que la vraie corruption, celle qui englobe souvent des milliards de francs CFA, c'est l'administration. Très souvent, c'est des détournements, des deniers publics, et souvent, ou bien des subventions venues des coopérations. Et parfois, c'est chiffré, là, c'est 4 milliards, mais on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans d'autres ministères. Donc, ce comité de régulation a toutes les armes, tous les outils pour traquer cela et de ramener au niveau de l'État l'argent détourné. C'est pour ça que au moins cette lutte contre l'administration, lutte contre la corruption dans l'administration, une fois que c'est effectif, ça permet de lancer cette guerre et je trouve que c'est une très 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 bonne initiative du capitaine Ibrahim Traoré. Personne ne va dire le contraire. On sait tous que la corruption est un véritable fléau dans le monde entier, mais surtout pour l'Afrique. Alors tour de table rapidement. Qu'en pensez-vous entre des mesures prises par le président et son équipe, bien sûr? C'est des mesures à saluer, surtout que le Burkina est dans une situation particulière, parce que pour lutter contre le terrorisme, le Burkina a besoin d'argent. Et la lutte contre la corruption, tout comme la réduction du train de vie de l'État, c'est des moyens qui vont permettre de rehausser le budget qui va être injecté dans la défense et la sécurité. Donc c'est vraiment une mesure responsable et c'est à saluer de la part du capitaine Ibrahim Traoré. On est d'accord. Effectivement, encore une fois, j'emboîterai le pas. Hein. L'annonce est totalement louable. C'est un fait. La corruption reste quand même un fléau qui continue à gangréner l'immense majorité du continent africain. Au-delà un petit peu de ces effets d'annonce, moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a la mise en place de ce comité de régulation. Ce que je note, c'est que quand même dans l'immense majorité de ces pays africains, malgré le fait d'avoir un niveau de corruption très élevé, on a toujours ces autorités, on a déjà un certain nombre d'autorités qui sont en charge de la transparence ou de la limitation de la corruption. Que font-ils réellement? Quels sont les moyens qu'on donne derrière pour pouvoir limiter? Ne sont-ils pas eux-mêmes victimes ou bien justement, disons les mots, corrupteurs, actifs dans ce principe de corruption? Donc la question se pose. Encore une fois, il y a cet effet d'annonce qui est totalement louable. J'attends de voir réellement dans les faits ce que concrètement ça va traduire. Justement par rapport à ce que tu viens de soulever, effectivement, avant, il y avait des offices ou des trucs anti-corruption. Et là, cette fois-ci, il a bien précisé lors de l'audience, il faudrait que vous traquez, suivez, et même s'il y a des sanctions judiciaires, il faudrait qu'elles soient appliquées. Alors qu'avant, c'était juste traquer, dénoncer, mais ça pouvait s'arrêter là. Cette fois-ci, il a vraiment insisté lors de cette audience qui a eu lieu le 18 novembre. Et c'est ça qui est bien, c'est le suivi. Moi, c'est plutôt le suivi et le suivi judiciaire, qu'elle soit appliquée. Et autre chose, c'est-à-dire que toute personne qui désormais sera pris la main dans le sac sera exposée. Donc quand il sera exposé, ça permettrait aussi de freiner certaines ardeurs en disant « Ah, si jamais on m'attrape la main dans le sac, voilà les conséquences ».
Donc à suivre. Mais je trouve que c'est une très bonne, d'ailleurs dès le 4 novembre avec le ministère de l'Action. Bien sûr. Bah pour le coup, on a un commentaire de la part de nos téléspectateurs. Ils disent « Triste Afrique, les Africains sont prêts à tout pour gagner de l'argent, même à voler l'argent devant aller auprès des plus démunis. » Absolument, d'autant plus le nom du ministère, hein, c'est l'action humanitaire. Exactement. Donc l'argent qui est destiné aux nécessiteux, et il faut voir, c'est des immeubles ils ont détourné 4 milliards pour acheter des immeubles, d'autres c'est des voitures de luxe. Et donc, non mais et pour le coup, moi vraiment ce commentaire il est simple, mais il veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire que on peut poser la question, les Africains ont-ils un cœur? Vraiment, là, je reste sur le continent africain, parce que on voit les gens souffrir, on sait dans quelles conditions nous sommes, on sait que la vie est difficile. Vous avez certains, en tout cas les gens de cette administration-là, ont un certain statut, ils ont à manger, ils peuvent envoyer leurs enfants à l'école, et aujourd'hui, on vous donne de l'argent pour aider les plus démunis, ceux qui souffrent de la situation, et vous détournez, mais à hauteur de milliards. Donc, avons-nous un cœur? Ah oui, non, mais ça justifie une phrase que mon père m'a toujours dit depuis l'enfance. Il m'a toujours dit, Stéphane, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même d'abord. Vous l'avez dit, c'est ces gens-là qui ont commis ces détournements-là, ils ont un train de vie nettement supérieur que la population qui souffre. Donc il y a un problème vraiment dans notre communauté, même chez nos politiques à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il faut espérer que ce genre de mesures prises par le capitaine Ibrahim Traoré et par ceux qui travaillent avec lui, que ce soit quelque chose qui soit quand même présent un peu dans beaucoup plus de pays africains. Ça limiterait quand même la casse. Bien sûr. Autre commentaire de la part de nos téléspectateurs. La lutte contre la corruption peut-elle améliorer les conditions de vie des Burkinabés ou s'agit-il simplement de symbolique politique? En termes de détournement, on parle de milliards, hein. Ce n'est pas des dizaines ou de vingtaines de millions. 3 milliards, ça permet de construire au moins certains hôpitaux. 3 milliards francs CFA, ça peut même mettre des écoles dans les communes rurales. Donc c'est pour dire, forcément, ça améliore. On parle bien de l'administration, on ne parle pas des policiers. Donc c'est vraiment à hauteur de milliards et de milliards. Donc, absolument, pour moi, la réponse est positive. Très bien. Allez, mesdames et messieurs, on va terminer avec le dernier point. Et là, c'est destination. Donc, on va s'intéresser un peu à la CEDEAO. Et oui, et c'est toi, Cyril, qui nous amène vers la CEDEAO. On regarde la vidéo et puis on revient. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé l'ouverture dès ce mardi 5 novembre d'une série de réunions pour plancher sur les défis liés au prix élevé des billets d'avion en Afrique de l'Ouest. Les assises de 4 jours qui se tiennent à Lomé réunissent les ministres de l'aviation, les DG de l'aviation civile, les responsables et les parties prenantes de cette industrie. Elles devraient déboucher sur des réformes touchant à la réduction des coûts opérationnels, notamment des redevances et taxes aéroportuaires, ainsi qu'à l'harmonisation des protocoles de sécurité. Outre cela, elles devraient apporter une possible réduction progressive des redevances et des taxes dans le secteur aérien jumelé aux mesures de sécurité harmonisées. Le prix des billets est assez exorbitant pour la plupart des passagers. Allez, de retour sur le plateau. Ah oui, on va mettre un peu en exergue la CEDEAO. On en parle de moins en moins, mais on va en parler ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses États. Alors, CEDEAO en crise, la crise des billets d'avion peut-elle enfin atterrir? Bonne question. On vous la pose à vous, Cyril. Alors, de manière très concrète, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la CEDEAO, pour peut-être un peu plus de contexte, les billets d'avion demeurent parmi les plus chers au monde, n'est-ce pas? À titre d'exemple, un vol aller-retour Dakar-Abidjan coûte en moyenne 400 à 600 euros, là où pour une distance comparable, si on prend l'exemple de Paris-Londres, on est sur un billet aller-retour qui se situe entre 100 et 150 euros. Donc on va avoir pour des distances similaires des prix 3 voire 4 fois supérieurs quand on parle d'Afrique et notamment de l'espace de la CEDEAO, ce qui rend en soi ces voyages et ces déplacements régionaux hors de portée pour la plupart, la grande majorité des populations. Donc concernant les principales causes qu'on a pu donc naturellement identifier, se trouve le niveau de taxes qui reste quand même élevé à poser sur chacun de ces billets. Ça représente 30 à 45% sur les billets qui concernent les déplacements régionaux, là où, à titre de comparaison, s'il faut encore toujours imager la chose, les taxes que l'aéroport de Lagos va poser sur chacun des billets avoisinent les $80
par passager, là où quand on parle de hubs comme Dubaï ou Singapour, on est sur quelque chose autour de 20-25 $. Par billet. Donc encore une fois, toujours cette logique de 3 voire 4 fois supérieure. Un autre élément qui peut justifier ces coûts un petit peu exorbitants, c'est le faible niveau de concurrence. Concernant la desserte un petit peu de ces destinations régionales, on a moins de 10 compagnies aériennes vraiment dignes de ce nom, qui laisse un petit peu ce marché à la dépendance un petit peu de transporteurs plutôt classiques, on les connaît, donc il y a Air Côte d'Ivoire, Asky Airlines, pour ne pas les citer, qui auront plus ou moins un petit peu ce monopole ou vont faire partie de la faible quantité de compagnies aériennes qui sont dans cette région, qu'opèrent du moins dans cette région. Troisième élément, c'est les infrastructures aéronautiques qui restent insuffisantes. Donc on a uniquement 6 aéroports aux normes certifiés internationaux selon les normes de l'OACI dans la région, qui obligent souvent pour faire un certain nombre de voyages de transiter dans d'autres hubs, notamment à Casablanca ou à Addis Abeba, qui rallongent considérablement la durée de vol et qui a donc naturellement un impact sur les différentes destinations. Et puis, dernier élément, il y a quand même cette fragmentation des politiques, ce manque d'harmonisation des politiques, malgré une déclaration qui a été adoptée dans Yamoussoukro en 1999, qui visait à l'époque à libéraliser les cieux africains. On constate quand même que dans les faits, les pays de la CEDEAO n'appliquent pas pleinement ces dispositions et fonctionnent et naviguent un petit peu de manière isolée. Enfin, ça c'est clair et net, on est tous d'accord qu'il faut absolument baisser les prix des billets d'avion pour qu'on puisse librement. Ça aussi, c'est la liberté. Le prix, c'est aussi permettre aux Africains de pouvoir voyager et de travailler ensemble aussi. Ça va faciliter, ça va booster pas mal de choses. Mais néanmoins, les téléspectateurs sont plutôt pessimistes. Ils se disent, alors je vais lire le premier commentaire, cette nouvelle ne nous fait ni chaud ni froid. Il n'y aura rien de concret dans leur discours. Combien de projets et de promesses de la fameuse CEDEAO ont été réalisés, etc., etc. Cette CEDEAO est morte, morte, morte. Ce sont leurs propos. Donc, réaction. Comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ça faisait longtemps. Il fallait qu'ils reviennent très fort, la CEDEAO. Il fallait qu'elle revienne, ça faisait longtemps. De marquer un peu les esprits. Maintenant, honnêtement, tout ce qui vient de la CEDEAO reste à voir. Parce qu'effectivement, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'il y a le suivi derrière? Parce que ils peuvent diminuer la taxe effectivement de 40 à 20%, mais est-ce que les compagnies aériennes vont suivre derrière au niveau du tarif? Est-ce qu'ils ont le pouvoir déjà de contraindre les compagnies aériennes pour baisser leur prix? Voilà, c'était juste par rapport à ça. Et si jamais eux, ils ne baissent pas les prix, parce qu'on connaît les compagnies aériennes, hein, ils vont se dire, tiens, ça nous permet d'économiser nous, mais ils vont nous sortir le carburant, non, le kérosène est assez cher, donc on maintient ces prix. Tout ce qui vient de la CEDEAO, vraiment... Moi, je comprends les commentaires des internautes qui ont perdu confiance en la CEDEAO. Mais je pense que cette mesure, si elle accouche vraiment d'une baisse des prix, elle va être bien parce que l'avantage, c'est que ça va renforcer les échanges commerciaux. Ça va favoriser l'intégration régionale. Et aujourd'hui, le prix élevé des billets, c'est un frein majeur à la mobilité des populations et au développement économique de la région, le tourisme et autres. C'est vraiment un réel manque à gagner. Donc c'est une mesure qu'il faut supporter. En tout cas, je vais lire un autre commentaire. Vraiment, c'est les commentaires qui reflètent un petit peu la réalité. Hein. On n'a pas fait de choix ouvert. Hein. Alors parfois, je me demande l'utilité de la CEDEAO, à part se réunir en costard, ils ne servent à rien. Donc c'est dur. Non, c'est dur quand même. Hein. Mais c'est dans l'air du temps. Si on pose un certain nombre de cette même question, peu importe où on se place dans l'angle du monde, il y a quand même cette méfiance vis-à-vis du politique au sens large, qu'on soit en Europe, en Asie ou bien même en Amérique. On le voit là avec l'élection de Trump qui caractérise une certaine réfutation de l'establishment, des différents establishments existants. Alors, encore une fois, moi je rejoindrai un petit peu ce que Stéphane et Baba viennent de dire. Dans les faits, dans l'idée, ça paraît comme la bonne chose à faire, surtout si on veut vraiment passer à ce stade de développement. L'IATA estime qu'une réduction de 10% des tarifs aériens participerait à l'augmentation de 25% de la stimulation de la croissance économique et la connectivité de la région. Donc voilà. Donc ça prouve qu'il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des possibilités, choses qu'on ne savait pas avant. C'est-à-dire qu'en tout cas, on n'avait pas l'information. Mais pour le coup, on se dit, mais
qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant? Alors que l'objectif, encore une fois, communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Donc stimuler la croissance économique des pays membres de la CEDEAO, c'est l'objectif numéro 1. Et ça passe forcément par un réseau aussi bien routier que aérien, facilitant les échanges entre les pays. Rapidement, nous sommes au terme de l'émission. Même pour compléter un peu ce que Baba dit et ce que Cyril dit par rapport aux commentaires, au-delà de la CEDEAO, même l'Union africaine, il y a beaucoup de choses qu'on peut leur reprocher. Il se passe beaucoup d'anomalies sur le continent africain, il reste silencieux. Rassurez-vous, on va en parler dans l'émission L'Afrique dans tous ses états, tout le monde va y passer, mesdames et messieurs. Alors voilà, cette émission, encore une fois, cette émission est la vôtre, chers téléspectateurs. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à venir ici à la place de Stéphane. C'est votre place, vous êtes au cœur de l'actualité africaine, vous vivez le continent africain. Et donc nous, on vous donne cette place ici, et c'est seulement sur Vox Africa, dans cette émission, l'Afrique dans tous ses états. Merci à nos chroniqueurs Baba ainsi que Cyril, et encore une fois merci à notre premier téléspectateur qu'on applaudit, c'est une première. C'est moi qui vous applaudis. Avec grand plaisir. Donc, Vox Africa. Continuez à regarder Vox Africa, continuez à regarder nos programmes, et il continue juste après cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission préférée. Oui, ce sera votre nouvelle émission préférée. Allez, bye bye.